Lisa, 3 ans, c'était le premier clip qu'on a joué. On a changé entre-temps Yo-Yo. On n'est pas en phase. Docteur Roger, toi, bienvenue sur Bantou. Je te donne un peu le micro. Merci Clétus. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir sur Bantou. Hein. C'est également, je suis honoré de cette invitation. C'est la première fois que je viens à cette émission. Je la suis toujours depuis mon canapé. Donc je félicite la chaîne de télé, tout le décor, tout le dispositif qui est mis en place pour que cette émission se passe bien. Il faut dire que vous êtes expert en santé publique et aussi spécialiste de la médecine du travail. Du travail. Exactement. Ça veut dire quoi pour le Camerounais lambda qui regarde cette émission, expert en santé publique et médecine du travail, ça veut dire quoi? Alors, la médecine du travail, c'est la médecine qui s'occupe des personnes qui sont en situation de travail. Parce que les gens qui sont au travail ont des problèmes particuliers. C'est-à-dire que, par exemple, des questions d'accident de travail, des maladies professionnelles. Il y a des maladies qui n'attaquent des personnes qui travaillent, particulièrement. Des gens, par exemple, qui sont soumis à certaines pollutions, des gens qui ont des problèmes psychologiques, en raison du travail, le stress dû au travail, des questions de gestion des actes médicaux légaux, les repos médicaux, les congés maladie, tout ça. C'est ça la médecine du travail. Et la santé publique, voilà. La santé publique, c'est ce qui c'est-à-dire que c'est le spécialiste qui s'occupe du grand nombre, c'est-à-dire que les cliniciens, c'est-à-dire que les cardiologues, les gynécologues s'occupent d'un groupe de personnes. Donc spécialisé. Et la santé publique s'occupe du grand nombre. Voilà. C'est les généralistes, comme on dit. Non, ce n'est pas les généralistes, c'est notre spécialité. Ceux qui planifient dans les stratégies de santé pour prendre en charge globalement la population, les ripostes contre les pandémies telles que nous sommes en train de vivre en ce moment, donc la gestion des systèmes de santé. Donc, c'est deux formations. La gestion du système de santé, comme vous êtes très à l'aise là-dedans. Et le Covid au Cameroun, depuis l'année dernière jusqu'à présent, est-ce que ça a été bien géré? Chez vous, les experts. Ouais. Bon, c'est une question... politique aussi? Un peu, mais je dirais... Bon, disons que... En tant qu'expert, n'entre pas dans les choses qui vont fâcher non plus. Non, c'est pas... Je n'ai pas peur de fâcher les gens. Je disais que chaque gouvernement, face à la riposte, met en place un certain nombre de stratégies. Quand l'épidémie a déclenché au Cameroun, le gouvernement a mis des mesures pour ralentir la propagation de l'épidémie. Vous vous souvenez des 3 personnes dans les taxis, 4 personnes, les motos, 1 personne, fermeture de bars, tout ça. Donc sur le plan conceptuel, théorique, c'était de bonnes mesures. Ce qui a un peu posé problème, c'est l'application, puisqu'aujourd'hui, les gens surchargent dans les taxis, les gens ne respectent pas les mesures barrières, les gens ne portent pas de masque, les gens sont plus de 50 font les rassemblements de plus de 5 ans, les gens assistent on assiste au spectacle grand public. Au spectacle grand public. Donc les mesures étaient bonnes, le problème en ce moment c'est l'application. Donc c'est ça. Ensuite maintenant, il faut également travailler beaucoup sur la communication, parce que c'est un problème. La communication, vous savez qu'en ce moment, le gouvernement, à l'instar de tous les pays du monde, cherche à ajouter une nouvelle arme à la lutte contre le Covid, qui est la vaccination. Et en ce moment, il y a énormément de réticences contre la vaccination. Donc, il faut énormément travailler sur la communication pour que la population puisse adhérer à la campagne de vaccination qui est prévue. Donc, docteur, et toi, Corona existe? Évidemment. Il y a beaucoup de personnes, parce que tu as parlé de la communication. Et tant qu'on ne communique pas bien, il y en a qui pensent que c'est un leurre, que ça n'existe pas, Corona. Oui, c'est justement l'une des conséquences d'une communication qui est insuffisante, tant qu'il y a des gens qui doutent que le corona existe. Mais nous qui sommes des médecins, nous sommes des cliniciens, moi je suis
à l'hôpital. Donc nous accueillons des malades de corona, nous dépistons des cas de corona, nous voyons des gens mourir de corona. Et là, je précise toujours que en ce moment, nous parlons de ce qu'on appelle la seconde vague. Et cette seconde vague semble beaucoup plus dangereuse que la première vague. C'est notre souche? C'est possible, on ne sait pas encore exactement, mais la manifestation clinique est différente. On voit des cas qui sont beaucoup plus jeunes. On voit des cas qui se dégradent très vite, alors qu'avant, ça prenait plusieurs semaines pour se dégrader. On voit des gens des cas qui se dégradent en 4-5 jours et tout, des jeunes, des enfants. On a vu un reportage où des enfants sont hospitalisés pour corona, des choses qu'on ne voyait pas dans la première vague. Donc effectivement, c'est très dangereux, ça existe. Je profite pour vraiment dire à la population de se méfier. Cette maladie est très très dangereuse. Voilà, docteur, moi j'ai deux questions. Puisqu'on parle de corona, je vais commencer avec le corona. Parmi les symptômes de la maladie, on parle des problèmes respiratoires. Alors on sait également que la grippe existe depuis et que lorsque une personne est grippée, elle a également des difficultés à respirer. Alors moi je voudrais connaître en fait la différence entre la difficulté respiratoire concernant la COVID-19 et la difficulté respiratoire d'une grippe anodine, voilà, une grippe quelconque. Oui, tout est dans la difficulté, dans le degré de difficulté respiratoire. Si vous avez une grippe ordinaire, votre nez sera un peu bouché et tout, vous pouvez avoir une discrète toux, mais le Covid-19 vous plonge dans une vraie détresse respiratoire au point où vous avez besoin de l'oxygène, par exemple. On vous admet en réanimation. On n'admet pas en réanimation des gens pour des simples grippes, pour des grippes entre guillemets des grippes d'avant ou des grippes ordinaires. Mais pour le Covid-19, vous avez des gens qui ont besoin, on fait un scanner, les poumons sont attaqués à 40%, 50%, 80%. Donc, quand les poumons sont détruits, ils ne peuvent plus respirer d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'être assistés et on les admet en réanimation. Voilà, et la deuxième, c'est pour revenir à l'entame de votre propos. On a dit que vous êtes médecin de travail. Moi, je voudrais savoir aussi, lorsqu'on parle de médecin de travail, vous avez expliqué, mais maintenant, je prends le cas d'une personne qui, au travail, souffre de stress, par exemple, et qui vient vous voir en vous disant « Bonsoir, docteur, bon, je suis stressé, je travaille trop, je rentre à des heures tardives. » Quel type de conseil vous lui donnez? Quel type d'explication vous donnez à cette personne par rapport à sa souffrance? D'abord, il faut diagnostiquer le type de stress. Ça peut être tout simplement un épuisement professionnel, c'est-à-dire que la personne travaille énormément et ses capacités pour supporter la charge de travail sont dépassées. Ça, c'est l'épuisement professionnel. Ça peut être également dû à ce qu'on appelle le harcèlement moral. C'est-à-dire que vous avez, dans le cadre de votre travail, entre guillemets, vous êtes persécuté. Ça peut être, vous êtes persécuté par un groupe de collègues, ce qu'on appelle le mobbing, ou alors vous êtes persécuté par un chef qui est un peu tyrannique, là, c'est-à-dire qui aboie sur tout le monde, là, on appelle ça le bullying. C'est-à-dire bully en anglais, bullying c'est aboyer. Donc vous avez un chef qui est tyrannique et tout. Ça peut être du harcèlement sexuel, ça peut être, il y a énormément énormément de causes qui peuvent entraîner ce stress. Donc il faut diagnostiquer la cause de stress. Si c'est dû à la charge de travail, on va évidemment essayer d'aménager votre travail, essayer de discuter, d'échanger avec vos supérieurs et tout ça pour voir comment on peut un peu aménager votre travail. Si c'est des questions de harcèlement, on va essayer également de faire une enquête pour essayer de faire diminuer ce phénomène. D'accord. Alors docteur, moi je constate qu'il y a des personnes qui portent le masque parce qu'il faut respecter les mesures barrières, même quand cette personne est en train de faire le sport. La personne porte le masque, est-ce que c'est conseillé? Non, ce n'est pas conseillé de porter le masque quand on fait du sport parce qu'évidemment, quand on fait du sport, vous avez le rythme, la fréquence respiratoire est beaucoup plus élevée et donc le rythme de filtrage de l'air risque d'être inférieur et vous pouvez faire exploser vos alvéoles pulmonaires. Donc, je crois que c'est en ce moment, il y a une firme française, Decathlon, qui est en train de sortir des masques spéciaux adaptés pour le sport. Oui, parce que Decathlon fait le matériel pour le sport. Exactement. Donc en attendant, quand vous faites du sport,
vous pouvez enlever votre masque pour faire le sport, tout en respectant les mesures barrières, telles que le gel et la distanciation, la distanciation sociale. 1 mètre, 2 mètres. Les postillons. Exactement. Docteur, oui. Oui, est-ce que un malade, au fait, un asthmatique, peut aussi porter le masque? Parce qu'on a constaté que certaines personnes atteintes de l'asthme ont des problèmes quand ils portent le masque. C'est-à-dire qu'ils respirent vraiment difficilement. Est-ce qu'on conseille à un asthmatique de porter le masque? Alors, c'est un sujet qui est assez complexe parce que l'asthme est également considéré comme une comorbidité. Une comorbidité, c'est une maladie qui aggrave les symptômes du corona et peut vous entraîner à la réanimation ou même au décès. Parmi ces comorbidités, vous avez l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme, les maladies rénales, les maladies cardiaques. Et donc, des personnes qui sont asthmatiques doivent faire doivent porter des masques, mais pas des masques qui sont étouffants, parce que je vois parfois des masques qui ferment complètement la bouche. Il y a des masques, vous voyez un peu des masques, ce qu'on appelle des masques en bec de canard, qui donnent un peu plus d'espace, tout ça, pour que la personne puisse respirer. Donc, quand une personne est asthmatique, évidemment, il faut consulter pour qu'on lui conseille un type de masque approprié. FFD, ça peut marcher aussi? Oui, des masques FFP2. FFPD. Voilà, exactement, oui, ça peut marcher. Parce qu'il faut savoir, il pose la question intelligente, parce qu'il y a plusieurs types de masques. Il y a des masques... vous voyez des masques anti-pollution que les gens portent souvent un peu cagoulés dans les chantiers. Voilà, dans les chantiers. Il y a des masques chirurgicaux, vous voyez, des chirurgiens pour opérer, tous ces porteurs. Il y a des masques grand public. Donc ça dépend du type de masque. Bon, après, comme c'est quelque chose, c'est une campagne de masque, il faut porter. Il faut quand même porter ce que vous avez. Oui. Même si n'importe quoi, il faut d'abord porter. Protéger. Voilà, exactement. On va pas exiger. Voilà. Mais parce qu'il y a eu un problème de communication dès le départ du coronavirus concernant les masques. Oui, c'est vrai. Alors que les gens devraient se protéger tout de suite, on a commencé à dire non, c'est pas tout le monde qui devrait se protéger, laisser c'est telle catégorie de gens. Et après ils ont dit non, on s'est trompé, tout le monde doit porter le masque. La vérité, vous avez dit ça? La vérité, non, j'ai pas dit ça. Vous avez dit les professionnels de la santé. Voilà. Je pense que le problème était probablement dû aux disponibilités de masques. Parce que quand scarcity of masks. Voilà, exactement. Quand la crise a débuté, il n'y avait pas assez de masques pour tout le monde. Donc, on s'est donc mis à graduer en disant d'abord les personnes les plus exposées, c'est-à-dire les personnels de santé, doivent d'abord porter les masques, c'est à eux la priorité, et le reste va venir après. Et quand on a fabriqué assez de masques pour tout le monde, on a évolué dans la communication en disant que tout le monde peut porter le masque. À un moment donné, vous avez menti? Non, on a juste fait de la retention, du filtrage d'informations. C'est pas de ça. C'est trop long pour pas Parce que si on traduit tout ce que tu viens de dire là, ça revient à la rétention de l'information. Du filtrage. Du filtrage de l'information. Ça veut dire que vous avez refusé de donner la bonne information. Non, on a donné vous avez la bonne information, vous n'avez pas donné la l'information. Pour des raisons de manque de masques. Les médecins ne mentent pas, donc on n'a pas menti. Ok, docteur, et toi, l'article qui nous a poussé à vous inviter ici, parler du 8 mars, c'est un article que tu as écrit en 2019, c'était le 8 mars 2019. Les 7 obstacles à l'ascension sociale de la femme. On peut les donner quand même. Tu as commencé par l'éducation. Oui, par l'éducation, évidemment, parce que quand on regarde dans la couche de la société, on voit bien que le sommet, les dirigeants sont conçus par des hommes. Et le reste, et les femmes sont un peu en bas. C'est-à-dire qu'on peut compter du bout de doigt le nombre de femmes ministres, le nombre de femmes directeurs généraux, le nombre de femmes directeurs, le nombre de femmes qui sont bien placées. Et donc, il faut qu'on enquête sur le diagnostic. Qu'est-ce qui fait que les femmes n'arrivent pas ou arrivent difficilement en haut
Donc c'est en haut de l'échelle sociale. On a donc posé ce diagnostic. Premièrement, qui est le premier obstacle, on va aller progressivement, qui est l'éducation. Parce qu'évidemment, les femmes encore aujourd'hui souffrent encore des problèmes d'éducation, d'accès à l'éducation, notamment par exemple dans la partie septentrionale du pays, où les jeunes filles, l'éducation des jeunes filles est encore sacrifiée par rapport aux jeunes garçons. Et même dans la partie méridionale, l'accès à l'éducation n'est pas toujours uniforme, n'est pas toujours égalitaire entre les hommes et les femmes. Donc, une femme qui ne va pas... Il y a même ce truc-là au collège où si un garçon enceinte une femme, une fille, oui. Ben, il continue ses études. La fille est mise à la porte. Exactement, on va justement aller au deuxième obstacle, qui est la maternité. Les maternités. Oui. Le deuxième obstacle, c'est justement les maternités, parce que les maternités freinent l'ascension sociale des femmes. C'est-à-dire que le phénomène des filles mères aujourd'hui, une fille qui tombe enceinte justement à l'école, arrête ses études pendant que le garçon, lui, continue. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à accéder à certains emplois parce qu'elles sont enceintes, ou alors qui sont freinées même dans la progression de leur parcours professionnel parce qu'elles ont accouché. Elles tombent enceintes, elles accouchent, elles viennent trouver qu'on a peut-être... tu as dit même que dans certaines sociétés, on interdit aux femmes de tomber enceintes. Exactement. Dès que vous arrivez, on vous dit, on vous donne 2 ans ou 3 ans. Exactement. Si vous tombez enceinte pendant cette période-là, vous êtes renvoyé. Les professions, les commerciaux, oui. Les délégués médicaux, les gens comme ça, ou des professions qui sont où on demande un haut niveau de rendement, où on paye à la performance. Et tout ça, on vous dit, quelqu'un des sociétés capitalistes qui veulent du bénéfice, vous dit qu'on ne veut pas de femmes enceintes ici, donc vous engagez à ne pas tomber Parfois même, on refuse les femmes qui ont des enfants. Exactement. Si vous avez un bébé, on vous pose la question, est-ce que vous êtes marié? Vous dites oui. Vous avez des enfants, oui, vous sachez que c'est bon pour vous. Et même quand on vous a accepté, vous savez que le rendement aussi est dû parfois à l'engagement au travail. C'est-à-dire que pendant que vos collègues masculins se donnent pour des heures supplémentaires, les femmes doivent rentrer et aller chercher les enfants. Là, on parle des charges familiales. Voilà. Le troisième obstacle, qui est justement les charges familiales, parce que la femme est le seul être au monde qui a une double journée de travail. Elle a la première journée de travail qui est à la maison, et tout ça, elle doit apprêter la maison, faire à manger, envoyer les enfants à l'école. Et la deuxième, deuxième journée de travail, c'est au travail et tout ça, où on lui demande le même rendement professionnel que les hommes. Et quand elle rentre encore, elle continue. Donc elle s'épuise 2 fois plus que les hommes. Alors qu'elle a des capacités physiques qui sont un peu inférieures aux hommes. Donc c'est le troisième. Le quatrième, l'harcèlement moral et sexuel. Voilà, le harcèlement moral et sexuel, on a briefé un peu. C'est-à-dire que les femmes sont victimes de harcèlement sur le lieu du travail. Elles peuvent, on a parlé du mobbing, qui est un harcèlement en meute. C'est-à-dire que vous savez, un groupe de collègues. Voilà, on trouve un mouton noir et tout ça là où on raconte toutes sortes de colibets sur elle. Elle est vraiment un peu prise en grippe et tout ça là contre tout le monde. Ou alors elle est bullying. Ou le bullying, elle est terrassée par un chef tyrannique et tout ça là qui évidemment et parfois le troisième qui est le harcèlement sexuel. Parfois tout ça est lié. Et c'est là où des femmes ont été obligées d'arrêter leur carrière professionnelle ou même ont perdu leur travail à cause du harcèlement moral, sexuel. Et le sexisme au travail, c'est quoi? Le sexisme au travail, c'est le fait de déconsidérer une femme au travail par rapport à un homme. C'est-à-dire qu'on va peut-être vouloir nommer. Il y a des postes de nomination, on va dire non, ça c'est un poste où il faut quelqu'un de solide. C'est pas une femme et tout ça qui peut tenir ça. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que la maternité est là, dû au fait que tu viens d'énumérer les charges familiales, que certains patrons se disent non, vraiment telle position là, c'est pas pour la femme, il faut qu'on cherche un homme. Oui, mais pose juste la question. Oui, c'est vrai, ça c'est un cliché. Mais pour des postes d'encadrement, il n'y a pas besoin de force physique. Pour être un directeur, c'est pas le muscle, c'est le cerveau. Pour être ministre, c'est pas le muscle, c'est le cerveau. Donc, si au Cameroun, on a 60 ministres, on a à peine 5 femmes, je sais pas. Ce n'est pas dû au fait que les femmes ne sont pas compétentes.
C'est qu'on est... moi, j'aimerais bien, c'est-à-dire qu'on pose le ministre de la Défense, on va dire que non, ministre de la Défense, on ne peut pas mettre une femme ministre de l'économie. Vous allez voir des ministres... Mais ailleurs, on a vu les femmes ministres de la Défense, Alio Marie, par exemple. Voilà, ça, c'est des sociétés qui ont très bien évolué dans la question du genre. Est-ce que cette question-là, ce n'est pas... C'est pas les femmes... des citadines qui posent ce problème. La femme au village, est-ce qu'elle a le même problème, docteur? Parce que quand on regarde tout ce point que tu es en train d'énumérer là, est-ce que ça concerne toutes les femmes? On a l'impression que ça concerne une catégorie des femmes. Non, c'est justement Et là, on est en train de globaliser. Oui, c'est justement le thème de l'expo, c'était que les freins à l'ascension sociale des femmes. La femme qui est au village, entre guillemets, elle n'a pas de problème parce qu'elle ne veut pas grandir. Mais je suppose que toutes les femmes qui ne veulent pas grandir, elle veut être cultivatrice, elle veut multiplier, elle veut avoir de l'argent. Elle veut émerger dans son environnement. Dans les coopératives. Oui. Mais je suppose que les grandes dames qui sont avec nous là, elles veulent être sûrement DG. Elles veulent être ministres. Hein? Je suppose que vous voulez être ministre, madame. Est-ce que c'est... voilà. Donc, c'est les femmes qui sont... C'est d'elles qu'on parle. Et la violence. Oui, la violence. La violence également est un problème à l'ascension sociale des femmes. D'abord, la violence domestique. Oui. Parce que... Surtout ces mecs-là qui sont des... Vraiment, je ne vais pas les qualifier, mais... Voilà. Il y a beaucoup de violence domestique. J'ai vu une image d'un gars qui a pris un pilon pour battre sa femme avec. Voilà. Incroyable, mais vrai. Voilà. Ouais, les femmes, par exemple, il y a certaines... Elles veulent bien faire des heures supplémentaires pour être plus performantes au travail, donner plus de rendement. Mais si elles rentrent à la maison à une certaine heure, elles peuvent être victimes de violences. Hein, des violences et ton mari te soupçonne, après c'est les coups de poing. Exactement, c'est-à-dire que la violence au travail, la violence à la maison, la violence au travail qui n'est pas seulement physique, elle est même verbale, c'est-à-dire que les usagers qui crient, vous voyez quand on est au volant, sur qui les taximans crient le plus? C'est sur les femmes. C'est sur les femmes au volant. On dit, mais qui enlève ta boîte là. Vous voyez un peu des dons. Qui t'a même donné ça? Qui t'a même donné ça? Donc les femmes, on est très la modellerie c'est quelque chose, hein. Voilà. Ça paye. Hein. Voilà. Donc on est très violent avec les femmes. Donc c'est un problème. Et là, la loi ne protège pas aussi voilà, le 7e obstacle, c'est la loi qui ne protège pas assez les femmes. Il n'y a pas encore une loi sur la parité. Normalement, ailleurs, il y a des lois sur la parité où on dit que pour des recrutements, par exemple, dans telle entreprise, on veut tel nombre de femmes, on veut tel nombre d'hommes. Pour les postes au gouvernement, on veut, en France, c'est la parité complète. Il y a autant d'hommes, autant de femmes. C'est-à-dire que même si on voulait oublier les femmes, vous êtes obligé de respecter la loi. Si au Cameroun, il y a... on parle de la fortune publique. Si au Cameroun, il y a des lois sur les quotas régionaux, l'équilibre régional, on dit que tel pourcentage doit venir de telle région, on peut aussi faire des lois sur la parité. C'est-à-dire que pour tel recrutement... Mais si on ne trouve pas assez de femmes en politique, ça se passe comment? Il faut aller les chercher? Non, c'est ces lois qui vont encourager. Si on dit que dans une liste de députés ou de... machin, ça existe? Bien sûr, il faut... Non, et le pourcentage, c'est très faible. Oui. Hein, je crois que c'est encore moins de 30%. On peut instaurer la parité pendant les élections. Je crois qu'au Rwanda, il y a 63% de femmes qui sont parlementaires. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà des pays qui ont mis en place une législation qui encourage la parité et l'émergence des femmes. C'est un plaisir de vous avoir, il faut dire franchement, de vous avoir sur Bantou cet après-midi. Merci, moi également, je suis très honoré d'avoir honoré votre invitation. Et Gaël, Youyou, voilà. Youyou va être maire à Minla. Gaël va être Abembis. Gaël va être ministre au Cameroun. Oui, je pense qu'elle a toutes les compétences. Elle a tout mon soutien. Merci. Il faut qu'on travaille. Mais comme tu n'avais pas les soutiens, tu vois. Le singlet. Non, les femmes, et il faut quand même dire que les femmes également doivent vraiment travailler pour que cela arrive. Parce que ce n'est pas les hommes qui vont leur donner cette parité. C'est ma dernière question. Voilà. Vous êtes là, vous êtes assis. Dès qu'on a élu le sénateur Clétus comme président de la République, il faut qu'il passe chercher les femmes partout pour les mettre dans les postes. S'il ne trouve pas les compétences, s'il ne trouve pas ceux-là qui sont engagés aussi en politique, il fait comment? Mais bon, tu as parlé de loi là. Les législateurs doivent travailler dans ce sens pour accompagner les femmes, pour
faire en sorte que les femmes sortent du village, s'intéressent à la politique et tout ça, parce que on a l'impression que c'est une affaire d'hommes. Oui, les femmes d'abord doivent oublier qu'elles sont des femmes, entre guillemets. Elles doivent avoir quasiment un comportement, c'est-à-dire que lutter à armes égales, ne pas se dire que voilà, je suis une femme dont je suis, entre guillemets, le sexe faible. Donc, elles doivent d'abord enlever cela dans leur... Et arrêter de soulever le cabas. Oui, bon, ça, ce sont des faits divers qu'on grossit énormément. Non, quand il parle de cabas. Oui, parce qu'on parle de la fête, alors que c'est la journée internationale des droits de la femme. Bon, il y a plus d'événements positifs pendant cette fête. Il y a des conférences, débats, il y a des marches sportives, il y a un certain nombre de choses. Mais on ne se focalise que sur quelques 2 ou 3 faits divers pour décrédibiliser les femmes. On est un pays de faits divers. Voilà, c'est un pays de faits divers. Mais on va regarder cet élément. Si on parle là de femmes, n'est-ce pas, avec toi, avec vous, docteur Roger et toi. On parle là de 3 femmes milliardaires d'Afrique. Est-ce que le docteur a une idée? 3 femmes milliardaires d'Afrique. Oui. Alors, je sais qu'il y avait la fille du président Isabelle Dos Santos. Isabelle? Oui. Je sais qu'il doit avoir une femme nigériane. Je ne connais pas exactement le nom. Et voilà, c'est les 2 que je connais. Très intelligent, docteur et toi. À vous. Ouais. On regarde les Mao Kamba, c'est la papa d'Anto. Hello chers téléspectateurs de Bantou. Ce dimanche, nous vous proposons cet élément sur les 3 femmes milliardaires d'Afrique. L'Afrique regorge d'énormes richesses autant matérielles que financières. Et très souvent, lorsqu'on parle d'argent, les femmes sont exclues. Mais il existe aussi des femmes milliardaires. Et cet après-midi, nous allons vous en présenter 3. Nous avons à la 3e place Mama Ngina Kenyatta, la mère de l'actuel président Uhuru Kenyatta et veuve du premier président du Kenya. $1 milliard représente sa fortune. Elle est à la tête des entreprises Kenyatta qui font des investissements dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'éducation, dans l'agriculture, dans l'hôtellerie, dans l'assurance, dans la fabrication et l'immobilier. Avec $3,5 milliards, Isabelle Dos Santos occupe la 2e place des Africaines milliardaires. La fille du président angolais José Dos Santos est diplômée en génie électrique et en gestion d'entreprise. Elle a fait fortune en investissant dans les entreprises de son pays et les entreprises portugaises. Très rentable du secteur des services financiers, des médias, de l'énergie et des télécommunications. À 41 ans, elle est aujourd'hui l'un des investisseurs les plus puissants de Lisbonne. Pour fermer le classement, en première position, nous avons Fulorenshu Alagdia avec $7,3 milliards. La Nigérienne est la femme la plus riche d'Afrique et la 4e personne la plus riche du continent. Elle tire sa richesse de la